faut se rappeler que dans le président du conseil départemental, Arnaud Viala, nous a confié 2 missions sur lesquelles il nous convient de travailler sur l'ouverture du département en ce qui concerne les mobilités, aéroports, routes et trains, et ensuite de travailler sur la problématique de l'eau, sur tout le circuit de l'eau, depuis l'eau potable jusqu'à l'assainissement, jusqu'à l'eau des rivières et bien au-delà, autant que nécessaire. Et donc, c'est ce groupe-là qui se réunit aujourd'hui. L'objectif est de faire d'abord un espèce d'état des lieux et ensuite, sous le contrôle du rapporteur, de notre ami Yves Biouac, vous travaillerez à des perspectives pour voir un petit peu ce qu'on peut proposer à l'Assemblée départementale. Alors, Monsieur Berthoumieux, d'abord, merci à nouveau de participer à cette réunion qui est quelque part dans notre Assemblée citoyenne, si vous voulez, Monsieur Berthoumieux, on apprend à marcher en marchant. Alors, elle est toute récente, toute neuve, et on a besoin certainement de s'adapter un petit peu de notre manière de faire. Mais en l'occurrence, le sujet qui nous concerne aujourd'hui est très important pour le département parce qu'il y a des enjeux majeurs, mais également pour chacun des Aveyronnaises et des Aveyronnais. Alors Yves, je te laisse prendre commande de cette réunion et sans trop tarder, je te cède la parole. Étant donné que je dois avoir des soins dans l'après-midi, je serai obligé de vous quitter à un certain moment. Voilà, bonne réunion à toutes et à tous et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Jean-Claude. Soigne-toi bien, en tous les cas, et merci à toi de nous permettre de travailler sur ce thème-là. Donc, aujourd'hui, l'eau dans l'Aveyron n'est pas encore un problème, de par son abondance et de par sa qualité. Donc, on a prévu 3 conférences d'acculturation ou d'introduction au sujet pour qu'on puisse réfléchir ensuite. La première de M. Berthoumieux, c'est de prendre conscience que l'eau est et va être demain encore plus qu'aujourd'hui un des enjeux majeurs de nos sociétés, notamment dans le bassin méditerranéen où la distribution, la répartition de l'eau est très capricieuse et va être un véritable enjeu. Le deuxième intervenant, M. Barreto, donc que nous aurons le 14 avril, lui va insister sur le fait que l'eau non seulement est un enjeu important, mais concerne tous les pans de la société, depuis l'économie jusqu'au tourisme, en passant par les usages domestiques, énergétiques, etc. Et que donc, il faut trouver des solutions pour prendre en compte tous les points de vue afin d'arriver à un consensus sur la gestion de l'eau. Et la troisième, logiquement, ce sera d'écouter l'ensemble des acteurs de l'eau, depuis, bien sûr, l'agence de bassin, qui est peut-être le principal, avec tous les acteurs ensuite, syndicats de bassin, etc., etc., pour fédérer les acteurs autour de notre réflexion. Voilà. Le travail qui sera attendu de tous les membres de la commission à partir de ces interventions est le suivant, qu'on développera lors d'une 4e réunion, mais il faut que chacun soit prêt avec les contenus pour pouvoir travailler efficacement. C'est que vous puissiez noter les points principaux que vous retenez. Qu'est-ce qui vous paraît important dans les interventions que nous allons avoir, notamment aujourd'hui avec celle de M. Berthoumieux. Un deuxième point, mais là on fera le point à l'issue de toutes les conférences, c'est les informations éventuelles qui vous manquent pour vous faire une idée assez précise. Et le troisième sujet, ce sera de hiérarchiser les différents thèmes pour voir quels sont les plus importants. Chacun ayant hiérarchisé, on mettra ça en commun. On ne pourra peut-être pas tout traiter, donc de voir au moins les points principaux qu'il faut prendre en considération dans nos réflexions pour faire des propositions, j'allais dire opérationnelles au conseil départemental. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mon introduction? J'ai juste une petite remarque, M. Villa, c'est que quand vous dites que c'est pas un problème de l'eau en Aveyron, c'est déjà un problème. Ça commence à l'être. Mais quand on a 2 heures d'eau potable d'avance sur de la production de graines, c'est vraiment un problème. Et puis après, sur les milieux aquatiques, c'est un réel problème depuis déjà une 15 à 20 ans. Donc, je suis moins optimiste que vous. Donc, vous voyez, moi, je suis un citoyen de base et je prends conscience. C'est le président du jeu qui nous disait qu'on va apprendre à marcher en marchant. Voilà. Et je m'inscris volontiers dedans. Merci à vous. Donc, M. Berthoumieux, je vous laisse la parole puisque on a 1h03 avec vous, donc il faut qu'on optimise au maximum.
Merci, Monsieur Bulac, mesdames, messieurs. Donc, je vais mettre sur l'écran la présentation que je vais faire cet après-midi, que je vous ai préparée, que je vous enverrai en suivant. Je suis à côté de moi avec un nouveau collègue qui vient de rentrer comme animateur du cluster Eau et Climat. Donc moi, je travaille à l'association climatologique de la Moyenne-Garonne, dont vous voyez le logo. C'est une association au départ d'agriculteurs qui a été créée dans les années en 1959, et puis on vient d'aménager. On est dans cette fenêtre-là que vous voyez derrière nous. On est à cet endroit de ce nouveau bâtiment en bois, avec l'idée qu'on ne va pas utiliser d'énergie à Poutine depuis un mois que l'on y est. C'est tombé juste à pic. Donc cette association que M. Bulac avait invitée pour une assemblée générale avec des agriculteurs, créée en 1959, travaille aujourd'hui beaucoup sur l'adaptation au changement climatique. Le fait que l'on suive le climat, elle est indépendante de Météo France, mais on travaille avec. Je suis au conseil scientifique agrométéo de Météo France. On fait de la recherche appliquée sur le gel. Et ces jours aussi, je peux vous assurer qu'on a travaillé, on a fait pendant les nuits des photos aériennes à 3000 mètres de température des vignes sur la Gironde. On a couvert 18 000 hectares pour comprendre les écoulements d'air froid, pour comprendre comment la lutte fonctionne, la lutte active, la lutte passive. On s'occupe beaucoup d'irrigation. Le Lot-et-Garonne est un département où il y a la Garonne et le Lot, bien sûr, qui passent, mais où les terres sur les coteaux ne peuvent produire que s'il y a de l'irrigation, et c'est un lieu où s'est développé très tôt l'irrigation à partir de lacs collinaires. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'eau que c'est bien utilisé, et donc on travaille beaucoup depuis plus de 30 ans maintenant sur la gestion de l'eau avec des moyens très modernes de pilotage de l'irrigation. Aujourd'hui, on est 17 personnes et plus 15. On a créé une entreprise qui s'appelle Agralis et qui commercialise ce que notre travail de recherche à la CMG a pu réaliser et confirmer. Alors moi, j'ai 67 ans, en fait. Dans 2 mois ou 2 mois et demi, j'en aurai 68. Je suis né dans une ferme près de chez vous, de Revel, où j'ai compris que l'eau était nécessaire pour pouvoir donner à manger aux animaux et pour nous. J'ai eu la chance d'avoir des bourses pour faire des études. J'ai terminé avec un doctorat en mécanique des fluides. Ma thèse était sur l'énergie solaire. J'ai été ensuite invité pour faire un post-doctorat dans un centre de recherche en Alberta, au Canada, pour étudier les orages et la grêle. J'avais vu mon père pleurer après une grêle et je voulais voir si on était capable d'empêcher ce phénomène. Après 15-20 ans de recherche dans ce domaine, j'affirme qu'il y a des choses sans doute à faire, mais que c'est un phénomène tellement aléatoire qu'il est rien possible de démontrer scientifiquement. Par contre, en même temps que je travaillais sur la grêle là-bas, dans le labo à côté, dans le bureau à côté, Ray Won et Marianne English travaillaient sur les conséquences du réchauffement climatique sur la production de blé en Alberta. C'était en 1980. Et ils m'ont expliqué que la température allait augmenter d'à peu près 1 degré, 1,5 degrés. Et cela, je le savais en 1980. Je suis revenu en France pour essayer de travailler dans ce domaine avec l'énergie solaire. Mon roi était parti dans le tout nucléaire. Il n'y avait plus de postes au CNRS. Météo France me proposait de travailler, mais pas du tout sur ce qui me plaisait. Et comme je ne supporte pas la pollution et les embouteillages, je suis venu dans une petite ville, comme le serait à Rodez, à Agen, dans cette association d'agriculteurs où j'en suis devenu rapidement le directeur technique, puis le directeur. Cet après-midi, je suis à votre disposition pour partager ce que j'ai compris sur le climat, l'eau et les solutions que nous imaginons pour que vous puissiez bien vivre à l'avenir, y compris quand les températures auront grimpé de plusieurs degrés. Parce qu'à l'époque, mes patrons de thèse rigolaient et ricanaient quand je leur disais ça, et ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, c'est allé au-delà de ce que l'on m'avait expliqué. Et donc, volontiers de vous
partager avec vous ce que je pense qui sera sans doute différent de ce que vous pensez déjà, mais c'est justement dans la superposition, complémentarité de pensée que peut-être on trouvera des solutions. Alors, rapidement, c'est vraiment pour le faire simple, dans l'atmosphère, on parle de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, le principal, c'est le CO2 qui a une durée de vie de plus d'un siècle et qui, lorsqu'il est produit lorsqu'on brûle de l'énergie fossile, ce CO2 vient créer une barrière au rayonnement infrarouge, dont je reparlerai juste après. Et cette barrière fait que une partie de cette énergie qui aurait dû repartir dans l'espace et maintenir un équilibre autour de 15 degrés, eh bien, fait progressivement monter la température de la planète. Alors, dans un autre projet Interreg, nous avions comparé les températures et les pluies de plusieurs secteurs du pourtour atlantique. Et nous avons vu que ces 30 dernières années, presque partout, les précipitations augmentent, mais elles augmentent moins quand on est continental ou qu'on est méditerranéen. Les températures également, elles progressent, mais elles progressent d'autant plus qu'on est continental et éloigné des océans et des mers. Il y a donc bien un lien entre l'eau, les températures et ces variations. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types d'eau douce. L'eau bleue, qui nous tombe du ciel, qui coule dans les rivières et qui est stockée dans les lacs, les nappes, qui rejoint l'océan la plupart du temps. Elle représente à peu près un tiers des flux globaux d'eau douce. Et puis, on ne parle pas souvent, et c'est un collègue de l'université de Grenoble, Laurent Charlet, qui m'a averti de cela il y a un an et demi, c'est qu'il faut penser à l'eau verte. L'eau verte, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau qui s'évapore des sols et des plantes. Elle est sous forme vapeur. On ne la voit pas. Par contre, c'est elle qui va servir à provoquer la pluie, puisque c'est elle qui va réalimenter les nuages pour permettre leur formation, pour une grande partie de cette eau retombe au sol dans un périmètre de 10, 15, 50 km. Cette eau verte, c'est peut-être celle qui s'évapore dans le lac, mais elle n'est pas perdue. Elle crée un cycle local qui est important et ça représente les 2 tiers des flux globaux. Et c'est dans son transfert depuis le sol vers la plante, à travers la plante, qu'elle permet aussi à de la biomasse de fonctionner, de la nourriture d'être produite, et on le verra aussi, de nous climatiser. Je ne parlerai pas beaucoup de l'eau grise parce que, à part utiliser la chasse d'eau, je ne traite pas ce travail, c'est pas mon travail. Ce que je fais aujourd'hui, c'est je conseille l'Agglodagent sur le traitement des boues des stations d'épuration pour en faire du méthane, faire fermenter ces boues pour récupérer du méthane, ce méthane le transformer dans un plasma froid, on le verra à la fin, en hydrogène, récupérer les résidus et réinjecter ça dans les sols. Donc, je ne parlerai pas trop d'eau grise, mais je sais que sur Agen, par exemple, les eaux des stations d'épuration traitées pendant l'été permettraient d'irriguer 20 hectares de vergers, permettraient d'irriguer 20 hectares de parcs pendant l'été, ce qui serait autant de ressources en moins à aller chercher dans la Garonne ou dans les nappes. Dans ce que je vais vous présenter à plusieurs moments, je vais vous parler de transfert d'énergie. Les transferts d'énergie, cette énergie, elle peut se transmettre par conduction. Je tiens une casserole sur un feu, à un moment donné, la poignée va être trop chaude parce qu'il y a de la chaleur qui va se propager le long de cela. Et ça, c'est par conduction que ça passe. Ça a besoin de matériaux fixes pour se propager. La convection, c'est elle qui a besoin d'un fluide ou d'un gaz qui va bouger parce qu'il va devenir plus chaud, il va prendre plus de volume et comme une montgolfière, il va monter. Ou bien au contraire, pendant les situations de gel, c'est de l'air froid qui va glisser parce qu'il est plus lourd et il va venir remplir des bas-fonds, par exemple. Et puis, le troisième qui est responsable
du réchauffement climatique, c'est le rayonnement. Le rayonnement, lui, il faut qu'il ait du vide pour se transporter, pour transporter des photons, des paquets d'énergie. S'il rencontre des matériaux, il va s'arrêter sur ce matériel, alors que dans le vide, il va pouvoir se transporter. Et ce rayonnement a différentes longueurs d'onde. Il y a le visible, qui est produit par le soleil à plus de 5000 degrés, et puis il y a l'infrarouge, qui est lui l'infrarouge thermique, celui qui est produit entre 25 et 30 degrés. Et par exemple, en pleine nuit de gel avant-hier, il y avait 150 watts par mètre carré qui partaient du sol, à comparer aux 800 watts qui tombent par heure venant du soleil pendant la journée. Donc ça, c'est le rayonnement, et qui va, en fonction de l'état de l'atmosphère, être réfléchi, absorbé ou transmis. Par exemple, le rayonnement visible, s'il arrive sur une zone de nuages, une grande partie va repartir vers l'espace, et très peu, 200 watts, 300 watts arriveront au sol. À l'inverse, pendant la nuit, si le ciel est clair, bien étoilé, on va perdre les 150 watts par mètre carré, alors que s'il y a du brouillard ou des nuages bas, on se refroidira moins vite. Je ne sais pas si chez vous ça se fait, mais ici on voulait empêcher le gel en faisant de la fumée. La fumée ne sert à rien pour empêcher ce rayonnement infrarouge, on en a la preuve. La fumée a des particules trop petites pour absorber le rayonnement infrarouge. Et donc, c'est juste quelque chose que j'utilise en ce moment par rapport au gel, qui est aujourd'hui un phénomène climatique de froid dans un processus de réchauffement lié au fait que l'avance de végétation, les températures que nous avons eues en février et mars ont été telles qu'elles ont fait que des végétaux qui auraient dû attendre encore 15 jours ont démarré en végétation, y compris la vigne, et se retrouvent pendant la nuit à perdre de l'énergie par rayonnement, sachant que ce rayonnement peut être compensé par de l'énergie venant des sols, moins dans les sols enherbés et pas du tout sur des sols paillés. Et on voit l'effet de la convection naturelle qui fait qu'il fait moins 2 sur le haut du coteau, il fera moins 7 dans le bas de la parcelle. L'énergie qui n'est pas partie par rayonnement, elle va chauffer l'air, mais elle va chauffer aussi les sols. Mais on voit que c'est par conduction, donc ça a du mal à pénétrer. Le seul endroit où la chaleur pénètre par conduction et à travers les courants, c'est l'océan, c'est la mer. Et aujourd'hui, jusqu'à plus de 2000 mètres, on voit la trace, la mémoire du réchauffement de ces 50 dernières années. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus mesuré, suivi, et qui permet d'expliquer pourquoi les mers augmentent de quelques millimètres par an, et pourquoi certains affirment que le Gulf Stream, un jour, risque d'être arrêté parce qu'il y aura plus d'eau froide qui viendra du Groenland venant de la fonte des glaces. Et donc ça, c'est des choses qui sont loin d'être négligeables, mais qui, vous, dans l'Aveyron, pour l'instant, ne vous concerneront pas. Avons-nous ou aurons-nous assez d'eau ? En vous écoutant tout à l'heure, je voyais qu'il y avait plutôt le pessimisme d'un côté et l'optimisme de l'autre. J'avoue que je suis plutôt de côté optimiste pour l'instant, sachant que je reconnais qu'il y a des choses qui existaient il y a 50 ans qui ne peuvent plus exister aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Il fait plus de 2 degrés de plus que ce qu'il faisait à l'époque. Le pessimisme l'emporte très souvent, et puis surtout, nous sommes gouvernés par des principes écologistes anglo-saxons nordiques. Je travaille avec des Anglais, je travaille avec des Hollandais, avec des Irlandais, et je reconnais dans leur façon de travailler ce que la loi sur l'eau, telle qu'elle a été conduite à la fin des années 90 et puis qu'elle s'est transformée en 2006 par une loi en France, a des principes d'une écologie plutôt nordique, à savoir c'est le risque d'inondation qui est important. Il faut faire en sorte que les eaux puissent s'écouler. Je suis sûr que si Bruxelles était à Rome, comme du temps de l'Empire romain, nous n'aurions pas les mêmes contraintes. La loi serait différente
et on aurait sans doute des principes sur le stockage notamment qui seraient très différents. De toute façon, très peu de personnes se sentent concernées par le stockage de l'eau de pluie. Il y a juste ceux qui en ont besoin quand il a fait défaut, les agriculteurs, les pêcheurs s'en rendent vite compte, et bien sûr tous ceux qui sont liés avec la gestion de l'eau. Pourtant, et je l'affirme, la pluie est notre ressource la plus durable qui soit, quoique variable. Alors je prends l'exemple de chez moi, d'ici, d'Agen. Depuis 1891, voilà les cumuls annuels qui varient de l'année la plus sèche autour de 300 mm en 1929 à plus de 1200 mm en 1910. Eh bien, on voit que c'est pas stable d'une année à l'autre, mais qu'il y a aussi des périodes où il pleut davantage, d'autres un peu moins. Et ce qui est sûr, c'est que quand il y a un gros météorite qui explose à la surface de la Terre, comme ça avait fait le 30 juin 1908, ou qu'un volcan comme le Pinatubo met de la poussière dans l'atmosphère qui va réduire les quantités d'énergie solaire qui arrivent au sol et donc qui permet un refroidissement de la Terre de 1 à 2 à 3 degrés, on a à ce moment-là des poussées, pas de fièvre mais de pluie, qui vont pendant des années produire des contraintes assez importantes. Alors pourquoi 1959, 60 ? Est-ce que c'est parce qu'on a fait des essais nucléaires aériens et extérieurs ? Pourquoi 77 ? C'est plutôt en balance avec 76. Et puis, est-ce qu'il y avait eu quelque chose de particulier en 2020 ? Je ne le sais pas, mais il est certain qu'on ne peut pas connaître l'avenir, mais savoir qu'il y a une variabilité autour des pluies qui sont, j'ai vu, sur milieu de 730 mm, il y a une variabilité. Certaines années, vous aurez 500, 600, et d'autres années, il y aura peut-être 900 ou 1000. Cependant, je peux vérifier que le minimum des pluies les plus basses, des sécheresses, a ces 50 dernières années pris 100 à 150 mm plus. C'est-à-dire qu'on a récupéré plus de pluie pendant les périodes sèches que nous avions dans le passé. Et j'ai vécu et travaillé dans des pays qui reçoivent 250 mm de pluie et qui s'en sortent. Nous, dans notre pays, sous nos latitudes, ayant certainement par toujours plus de 500 mm, on devrait pouvoir s'en sortir. Et donc, pour moi, ça renforce les projets d'adaptation au réchauffement par l'usage de l'eau, sachant bien sûr que c'est toujours variable et qu'en ce moment, il fait sec, il ne pleut pas assez pour réalimenter les nappes. Peut-être que chez vous, c'est meilleur. Alors, pour reprendre un peu la pluie, les sécheresses, anticyclones, dépression, juste un petit rappel. À droite, vous avez une carte. Est-ce que vous voyez ma flèche quand je la mets sur l'écran ? Oui. Vous la voyez bien, c'est bien. Donc, ici, vous avez la France et là, il y a la pression 1035. Donc, on voit que c'est les hautes pressions. Les hautes pressions, c'est de l'air qui nous descend sur la tête. Comme il est parti vers 10 000, 12 000 mètres, il avait très peu d'eau et au fur et à mesure qu'il se comprime en descendant au sol, il se réchauffe. Comme quand on appuie sur quand on gonfle son vélo avec la pompe. Ça comprime, ça réchauffe, ça assèche. C'est dans les situations anticycloniques qu'on gèle et qu'on a de la sécheresse. Par contre, cet air, bien à un moment donné, il va, puisqu'il est parti d'ici, il faut qu'il soit remplacé. Il doit être remplacé par de l'air qui monte dans les dépressions. Là où la pression est basse, ça veut dire quoi ? Que l'air est plus léger et qu'ici, il y a de l'air qui lui est humide, puisqu'il vient des basses couches, il a touché de l'eau, il a touché des végétaux, il s'est rempli d'eau verte, et cette eau verte, en montant, va provoquer des nuages, va provoquer des pluies. Donc ça, c'est en fonction de combien de temps on est anticyclonique ou en dépression, on sera sous la pluie ou pas du tout. Là, ici, par exemple, on a un front qui est en train de passer, qui est associé à de l'air venant de l'océan, et avant le vent d'automne qui avait soufflé en amenant de l'air humide venant de la Méditerranée. En été, c'est souvent les cumulonimbus qui nous apportent de la pluie. Une pluie locale
qui vient dans un rayon de 10, 15 km, 20 maximum en montagne, peut-être 30 avec les brises de montagne. Qu'est-ce que c'est qu'un cumulonimbus? C'est un système convectif qui prend de l'air chaud et humide, qui va se condenser, qui va monter, qui va se transformer en congestus, puis va atteindre le haut de la tropopause pour s'étaler, et une précipitation va se produire à l'intérieur dès que les gouttelettes d'eau ne seront plus soutenues par le flux d'air chaud qui monte. Et cette précipitation va tomber en même temps que de l'air froid et sec qui va descendre de vers 5-6 000 mètres. Et cette langue d'air froide et sèche qui se mélange à la pluie ou parfois à la grêle qui tombe va faire comme un soc de charrue, soulevant l'air chaud et humide qui est à l'avant pour régénérer une cellule. Pour qu'il y ait une nouvelle cellule et pour qu'il y ait à nouveau de la pluie, il faudra que ici, il y ait de l'eau verte qui soit produite par les sols. Si on arrive dans un endroit désertique, le système convectif va s'arrêter. Donc, lors d'un épisode Cévenol, c'est la même chose avec des cellules de pluie qui se succèdent quasiment sur les mêmes zones. Et sachant que ce cumulonimbus se déplace en fonction de la direction et à la vitesse du vent vers 5000 mètres environ. Voilà un travail que je faisais dans les années 85, 84 et puis à nouveau dans les années 95 et début 2000 où on voit entre Bordeaux et Toulouse des trajectoires d'orage, des trajectoires de pluie versées au sol par l'orage qui s'est formé et où on voit qu'il y a des différences importantes. On peut avoir ici quelques millimètres et ici 80. Et donc, on voit que les orages convectifs sont localisés, sont fonction, celui-là, il a donné davantage de pluie, certainement parce qu'il a été réalimenté par de l'eau verte qui venait du Lot. Celui-ci, par de l'eau verte qui venait de la Baïse, peut-être du Gers. Et puis, au moment où on a celle qui venait ici de la Garonne, n'a rien donné. On a un réseau climato. J'imagine que vous en avez un dans le département, sans doute en lien avec Météo France ou avec les coopératives agricoles. Il faut avoir au minimum 30 ans de données. C'est 50 qui est intéressant pour bien voir l'évolution. Sachant que les précipitations qui tombent sur un lieu, elles sont variables, je viens de le montrer. On voit ici, par exemple, ici il est tombé entre 600 et 700 mm, alors que là, il y a plus de 800 mm. Donc, la réflexion sur la ressource en eau, l'eau de pluie comme ressource pour tout le monde, il faudra penser aussi à la partager à une distance d'environ 50 km pour pouvoir tenir compte des phénomènes orageux. J'ai utilisé ça, bien sûr, sur Agen, où j'ai des données. Sur Agen, le 8 septembre, il est tombé 122 mm en 2h10. Il y a eu à un moment donné 105,6 mm par heure à 5 km et à 20 km, il n'est rien tombé. Il est donc tombé sur 20 km à peu près 3,6 millions de mètres cubes d'eau, dont on peut imaginer que quand ça tombe sur de la ville, aucun de ces millions de mètres cubes n'est resté, ne sera disponible pour les semaines qui viennent. Donc c'est cette réflexion que je veux que vous gardiez en mémoire, c'est que il pleut sans doute davantage qu'avant et il continuera à pleuvoir davantage. Par contre, avec des phénomènes si brutaux que nous n'avons pas naturellement, même un bois dans ces conditions, à un moment donné, ne sera pas capable de garder toute cette eau. Or, vous comme nous, nous sommes à la limite entre les poussées méditerranéennes que le changement climatique vont accentuer et les entrées d'air humide aspirées par les Pyrénées et le Massif central. Quand il y a des orages sur le Massif central, ça aspire de l'air depuis l'océan qui ramène de l'humidité. Et si en altitude, on a une confluence, c'est ce qui explique ce qui s'est passé, comme pour les pluies cévenoles quand elles se produisent du côté de Millau ou un peu plus au sud. De toute cette eau qui est tombée,
eh ben, Thomas Pesquet, qui faisait le tour de la Terre régulièrement, a pris cette photo de la Gironde où on voit que avec l'eau est partie de la Terre. Et ça aussi, c'est important. C'est qu'il faut penser que notre Terre, elle est fragile et qu'avec le changement climatique, on va avoir de plus en plus de difficultés pour garder cette terre sur les sols qui ont mis tant de temps à se former. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand il pleut, on a en général, et qu'il pleut abondamment, cette ressource en eau vient quasiment des tropiques, au travers de ce que les scientifiques appellent des rivières atmosphériques. Et Christophe Cassou, qui travaille à Toulouse au CNRS, l'a bien illustré dans ce tweet. En hiver, ces rivières atmosphériques, elles peuvent arriver et donner des inondations et provoquer cela. Et donc ça, c'est des choses qui vont à l'avenir se produire de plus en plus. Et tant qu'on n'aura pas, comme le Portugal et le Maroc, un courant froid qui sera à notre côté, on sera privilégié parce que dans les courants qui arrivent du côté ouest, on a de l'eau qui est plutôt chaude, plus chaude que l'air froid qui peut descendre du pôle Nord. Et ici, sur la Méditerranée, il faut attendre d'être à l'automne, quand il y a de l'air froid qui vient du Nord, qui arrive sur la Méditerranée, qui est réchauffée. Justement, j'ai récupéré cette image des pluies cévenoles avec cet air chaud et humide qui va donner des pluies importantes sur le versant sud des Cévennes et de la Montagne Noire, et dont une partie, on sait, est capable parfois de traverser, de poursuivre et de donner des pluies sur votre département jusqu'au relief du Massif central. Vous avez vécu cela, je l'ai trouvé dans des journaux de chez vous. Nous l'avons vécu également en février 2021, où nous avons ici, par des satellites radars, repéré toutes les zones qui avaient été inondées. Et donc, je fais le lien avec vous. Là, nous avions calculé qu'il y avait 200 millions de mètres cubes qui avaient débordé. L'équivalent de 25 mm d'eau de pluie qui n'avait pas pu être stockée dans les sols du bassin versant de la Garonne, c'est-à-dire une partie chez vous. Si tous les sols du bassin versant avaient été capables de garder 25 mm de plus, il n'y aurait pas eu d'inondation à Tonneins et il n'y aurait pas eu autant de pertes de terre que l'on a retrouvées donc dans la Gironde. Ce travail sur l'érosion vous concerne. Et c'est le travail de Julia Jam, ici à la CMG, avec Maëlle Ameline, qui travaille pour le SMEAG dans le cadre d'un projet ClimaAlert, où ils ont cartographié, avec des données radars et des données visibles, les parcelles où il y a un risque, ça c'est le bassin versant de l'Aveyron, où il y a un risque d'érosion. Une parcelle avec de la végétation active, en vert, n'est pas en risque, alors qu'une parcelle qui a une pente de plus de 6 degrés et dont le sol est nu, par exemple au moment des semis, est en danger important. Et donc ici vous avez en première, puisque ça n'a pas été, même le SMEAG ne l'a pas reçu, on a ici sur Barraqueville des lieux que vous connaissez mieux que moi, quelques champs qui ont eu au printemps 2020 des sols nus sur des pentes supérieures à 6 degrés et d'autres qui sont avec entre 2 et 6 degrés. Donc en fonction du moment, c'est un risque potentiel et bien entendu, il faudra qu'il tombe 25, 30, 50 mm pour que les phénomènes de ruissellement commencent à apparaître. Et donc, ce que nous préconisons, c'est de réfléchir à partir de ces cartes qui sont réalisées 2 fois par an, pendant les semis de printemps, pendant les semis d'automne, et qui devraient inciter les mairies, les maires à réfléchir sur comment aider les agriculteurs à anticiper cela, à réduire ce risque et peut-être à améliorer ces phénomènes de stockage d'eau. Alors, je sais que chez vous, du pire, ça va au plus beau, puisque le tourisme profite de l'érosion. Et
je ne veux pas empêcher cette érosion-là qui vous fait mieux vivre, mais c'est pour éviter que ça s'élargisse. Je viens de parler d'érosion, je viens de parler d'inondation, et pourtant vous êtes de plus en plus souvent, et vous serez de plus en plus souvent soumis à la sécheresse, simplement parce que les sols ont une capacité à stocker de l'eau de, mettons, 60-80 mm, et pendant l'été, ils s'en consomment 5 mm par jour, et donc on voit qu'au bout de 10-15 jours, il n'y a plus de réserve utile disponible pour les plantes, et même les arbres feront de l'ombre mais ne rafraîchiront plus. Et donc cette sécheresse, paradoxalement, se produit souvent quelques mois juste après des inondations. Et là, on se dit pourquoi ne pas avoir à ce moment-là la capacité à s'améliorer. Travaillant avec les Anglais, également en voyant le travail de Danois, j'ai trouvé dans cette image quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vu en Angleterre, où un peu partout, ils créent des mares. Ils réinstallent des mares. Des mares qui seraient, par exemple ici, sans doute par là, peut-être ici, peut-être là. Et ils en mettent un peu partout. C'était subventionné au début, ça ne l'est plus, parce que même les agriculteurs s'y retrouvent, parce que si j'installe une mare ici, ça veut dire que toute l'eau qui a ruisselé de ces champs, quand elle arrivera dans le fossé qui part par là, elle sera de bonne qualité. Elle aura perdu des nitrates, elle aura perdu pas mal de substances qui seront restées dans la mare. C'est pour ça que les Danois, à la suite du travail des Suédois, ont fait tout ce travail. Et donc, je me permets d'en parler comme une éventuelle solution. Je reviens un peu à l'eau, puisque j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas de station météo chez vous, mais je vois bien que votre département est enfermé par des reliefs où il y a des précipitations qui dépassent, qui atteignent 1500 mm, donc la ressource alliée. Et puis, il y a peut-être une zone un peu plus sèche autour de Millau, mais vous recevez 6,5 milliards de mètres cubes de pluie. C'est de l'eau bleue. Et c'est cette eau bleue qu'il faut préserver d'une manière ou d'une autre pour en faire de l'eau verte. J'ai regardé les données climato, ça ressemble aux nôtres. Sur Millau, c'est 730 mm, nous, à Agen, c'est 710. Donc, on a des contraintes et je vois que les températures montent en température également. Vous avez eu des records en 2019 qui ont été importants. Ce que je remarque aussi, c'est que ces pluies, ces quantités importantes, se répartissent sur un nombre de jours qui est trop court. Il n'y a que 12 à 20 jours par an où il pleut 50% des pluies. Et donc, c'est dans ces événements d'une dizaine de jours par an où tous les systèmes, je reviens à cette image, où tous les systèmes pour garder l'eau doivent être efficaces. Et comme je l'ai dit, les sols ont une capacité limitée à stocker. Les lacs, certes, mais les zones humides, les mares, pourraient être, avec les haies telles que je les vois ici, des moyens que vous pourriez remettre à l'ordre du jour parce que nos ancêtres les utilisaient. L'eau verte, quant à elle, celle qui s'évapotranspire, qui s'évapore, Météo France, par exemple, a montré que pour vous, à Millau, les besoins en eau qui s'évaporent ont augmenté légèrement ces 50 dernières années. J'ai parlé de 6,5 milliards qui tombent, il y en a 5,7 qui s'évaporent. Et la sécheresse sera l'année où il tombera que 500 mm pendant l'hiver, et vous en aurez quand même besoin de 600 et quelques. Et donc, ça sera là où des crises se produiront et qu'il vous faut anticiper. Pour moi, les premières conclusions, et peut-être on pourra s'arrêter pour avoir une petite discussion là-dessus, ou si vous le voulez, je continuerai, c'est que la ressource en eau bleue est garantie pour longtemps. Sous nos latitudes et particulièrement sur l'Aveyron, et pourra donc assurer nos besoins vitaux et ceux de la biodiversité. Par contre, cette biodiversité doit s'adapter à la progression des températures qui est en moyenne de 0,5 degrés tous les 10 ans.
je ne reverrai pas le ruisseau que j'ai connu quand j'avais 5 ans. Ça, je peux le retrouver en allant du côté de Châteauroux, mais je remonte il faut que j'abandonne l'idée de retrouver ce que nous avons vécu. Ces températures sont là. Par contre, on a un potentiel que nous envient beaucoup d'autres pays du monde. Par contre, la variabilité des pluies s'accroît, avec des périodes de sécheresse plus prononcées, du fait que la température moyenne progresse. Pour garantir les eaux vertes, il faut réduire les flux de ruissellement lors d'épisodes de pluie intenses et en favoriser leur infiltration dans les sols, les sous-sols, les zones humides, les lacs, les nappes. Cela aidera en aval pour réduire les inondations. Et donc, peut-être, avant de continuer de parler de température et de solutions, on pourrait, d'abord je vais boire un verre d'eau, mais on pourrait peut-être d'abord savoir si ça résonne chez vous, si vous souhaitez voir des choses différentes ou me poser des questions. Oui, Jean-Claude, avant que je vous abandonne, 2 remarques par rapport à votre présentation qui est très complète. Mais les remarques que je vais vous faire sont assez pragmatiques. Le fait que il y ait de l'eau de pluie qui tombe, donc de l'eau bleue. Cette eau bleue, en fait, elle sert à alimenter les nappes phréatiques. Oui. Si on la stocke quelque part, est-ce que les nappes phréatiques est-ce qu'elle ne va pas manquer aux nappes phréatiques? Ça, c'est la première question. La deuxième remarque, c'est le stockage de l'eau. Mais ça, déjà, peut-être, je suis trop en avance par rapport aux conclusions, mais est-ce que le fait qu'on ait beaucoup de lacs EDF, des retenues artificielles, en fait, dans le département de l'Aveyron, est-ce que c'est pas une solution aussi pour essayer de réfléchir à partir de là, stocker cette eau ici ou là, à place ou en complément d'un certain nombre de lacs collinaires ou de mares, comme vous parliez? Voilà les 2 remarques, les 2 questions que je voulais vous poser. Alors, pour la deuxième, toutes les solutions sont bonnes. Je n'en privilégierai pas une au détriment des autres. Le lien entre l'eau et l'énergie est également très important. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je suis évidemment plus favorable à faire du courant électrique avec de la turbine venant de l'eau d'un barrage que par exemple d'une centrale nucléaire ou de gaz venant de Russie. Donc il faudra comparer les solutions les années. Par rapport aux nappes, l'eau bleue qui nous tombe, elle va partout, mais celle que l'on pourrait, tout en préservant le fonctionnement du bouchon vaseux de la Dordogne et de la Gironde, c'est cette partie d'eau qui, quand les sols sont pleins et que ça ruisselle et que ça érode les sols, c'est là où il faut agir. Il faut éviter, si j'évite d'éroder les sols, je suis sûr que je vais perdre une partie de l'eau de ruissellement qui sera stockée localement et qui me servira plus tard et qui ne sera pas au détriment des nappes, au contraire, parce que je ferai en sorte que cette eau traverse des zones d'infiltration, d'augmentation de la qualité de l'eau pour que quand elle arrive dans les nappes, elle soit de bonne qualité. Bon, s'il n'y a pas autre chose, je vais continuer. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit au début de votre intervention que vous étiez plutôt optimiste et que vous avez cité le cas de zones où, avec 250 mm d'eau, les gens arrivaient à gérer de façon satisfaisante. Est-ce que dans ces zones-là, le besoin en eau est équivalent à celle qu'il y a dans nos territoires? Parce que, que ce soit économiquement ou à travers l'agriculture ou besoin du tourisme, etc., effectivement, il peut y avoir quand même des besoins différents suivant les zones.
Quand je pensais aux 250 mm, je pensais à des secteurs du Maroc où j'ai travaillé à un moment donné et où 250 mm, c'est les années très pluvieuses. Et les années où ils ont que 150, ils prélèvent dans les nappes et ils ont fait des erreurs monumentales parce qu'ils ont asséché des nappes où ils sont descendus jusqu'à 120 mètres de profondeur, même 150, 180. Et donc, c'est pas la solution. Ce que je voulais dire, c'est que avec 500 mm, on est des privilégiés pour pouvoir assurer le bien-être des humains, des animaux, de la biodiversité, mais il faudra que la biodiversité s'adapte aux températures. Et on s'adapte aux températures soit en migrant, c'est-à-dire de nouveaux insectes, de nouvelles essences arrivent pour s'adapter à cette situation, ou en utilisant davantage d'eau. Aujourd'hui, on est dans la phase de transition où on peut utiliser une partie des eaux de pluie pour en faire de l'eau verte, pour continuer à préserver des cultures, des arbres, des forêts, telles qu'on a l'habitude de les voir depuis plus d'un siècle. Mais je doute que dans un siècle, cela soit possible. Il aura fallu que les essences de nos forêts changent. Il faudra sans doute changer pas mal de choses qui seront plus adaptées aux températures qui seront à ce moment-là. Est-ce que je peux poser une question à distance? Oui, oui. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour Monsieur Bertoulieu. Bonjour à chacune et chacun. La vision n'a pas pris, alors donc je suis au téléphone. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je retiens de votre intervention en particulier que nous n'éviterons donc pas sous nos latitudes, mais un peu à l'intérieur du continent et dans la phase sud de la France, nous n'éviterons donc pas complètement la hausse des températures. Par contre, effectivement, nous avons un atout qui est cette eau bleue dont vous nous parlez. J'ai donc le sentiment qu'il y a deux choses déjà à minima à faire pour éviter d'éroder les sols, pour favoriser donc l'infiltration des eaux de ruissellement. C'est d'une part arrêter de supprimer les haies, et malheureusement on voit quelques exemples encore par chez nous où ça existe, et puis aussi bien entendu éviter de supprimer les zones humides. Là encore on a quelques exemples en mémoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vous ai montré une image qui me faisait penser à ce que j'ai vu avec... Je ne l'ai pas vu, monsieur, l'image. Voilà. Bon, pardon. Alors, donc c'est vrai, c'est des champs qui sont entourés d'arbres et de haies, avec des zones où ce que vous dites est possible. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut trouver l'équilibre juste entre des machines qui remplace le travail des hommes. Il y a un siècle et demi, 2/3 de la population française travaillait pour nourrir la population française. Aujourd'hui, ils sont moins de 0,8 ou 0,6% parce qu'ils ont des machines. Et ces machines coûtent cher et doivent être amorties sur des surfaces importantes. Et donc, il faut trouver un compromis entre ces machines qu'on utilise et puis cette eau qui fait vivre ce qui fait pousser à quoi les machines nous servent et puis la biodiversité, notre équilibre, notre fonctionnement, notre eau potable et autres. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites, en n'imposant pas quelque chose qui ne permettra pas aux agriculteurs de faire une agriculture qui leur permettra de vivre. Parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui aient envie de s'installer. C'est un compromis que vous recherchez là, oui, d'accord. Okay. Merci. J'ai une question. Merci, M. Latsou. Merci. C'est vrai que j'avais bien compris, M. Bertoulieu. Vous évoquez 6,5 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent, dont, si j'ai bien compris, 5,7 milliards qui seraient issus de l'eau verte de l'évaporation des pentes. C'est ça. Par contre, cette eau, vous disiez qu'elle générait des pluies sur un périmètre de 10 à 50 km par rapport au lieu d'évaporation. Et elle se retrouve, ces 5,7 se retrouvent dans les 6 et quelques de eau bleue.
Et vous en avez peut-être 1 milliard qui viennent de l'océan ou de la Méditerranée, peut-être 1 milliard aussi, mais le reste, c'est de l'eau recyclée que vous faites tomber sur la tête régulièrement, qui s'évapore et qui retombe dessus. Il n'y a que dans les situations anticycloniques où toute votre eau verte s'en va. Mais dès qu'il y a des situations de dépression, l'eau verte elle reste sur place. Vous évoquiez un périmètre de 20 à 50 km pour ces précipitations. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la végétation d'ici qui génère les précipitations d'ici? Ben oui. Si à un moment donné, moi j'ai surveillé avec des radars des orages qui arrivaient sur le Lot, sur le camp de Juer, je crois, un endroit qui en été était très sec, et on voyait que les nouvelles cellules, elles disparaissaient et puis se régénéraient à côté. J'ai vu ça également sur les Landes, j'ai vu ça en Afrique du Sud, j'ai vu ça aux États-Unis. Donc, un orage n'est capable de se régénérer que s'il trouve de l'humidité dans les basses couches, s'il trouve de l'eau verte. Excusez-moi, en été, il y a beaucoup d'évapotranspiration, et pourtant, on peut avoir de longues périodes sans pluie bleue. En fait, quelle est la relation entre... Parce qu'on est en situation cyclonique. On a de l'air sec qui nous tombe sur la tête et donc ça empêche la convection de se former. Dès qu'il y a un nuage qui veut se former, il y a de l'air sec qui lui tombe sur la tête et qui le fait évaporer. Et ce n'est qu'à 300, 500, 800 km de ce lieu que cet air sec sera suffisamment humidifié pour permettre à nouveau, proche d'une dépression, de faire de la pluie. C'est là où l'évapotranspiration, comme vous dites, se déplace énormément sur de l'eau linéaire. C'est pour ça qu'on ne récupère pas cette eau localement. Non. Par contre, quand on est en situation de dépression ou de marée barométrique, certains disent, on peut avoir à ce moment-là ces cycles localisés avec très peu de déplacement et permettant de faire des pluies dans l'après-midi à partir de ce qui a été évaporé pendant 2 jours ou 3. Peut-être une dernière question. Donc vous évoquez le problème des mares dans le milieu agricole essentiellement. Est-ce qu'il serait, enfin, je crois que ça se fait déjà depuis quelque temps, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que chaque propriétaire récupère des eaux qui tombent sur les toitures et qui, par l'intermédiaire des canalisations, s'en vont rapidement dans les ruisseaux et les rivières, en mettant des puisards. Des puisards, oui, voilà, qui permettent à minima de faire tampon avec l'évacuation rapide des eaux. Mais là, je vais maintenant parler des solutions et ça en fait partie. Vous m'avez fait la transition avec ce dont je vais parler maintenant. Donc là, j'ai parlé de l'eau de pluie, de l'eau verte, j'ai parlé de la variabilité de ce que l'on va avoir dans les prochaines années, ce que l'on vit déjà, dans lequel on est déjà. Et donc, regardons maintenant l'évolution des températures. Alors, je vous ai dit déjà, on augmente de 0,5 degrés tous les 10 ans à peu près. Cependant, il y a quelque chose qui varie et qui crée de l'inconfort, c'est le nombre de jours où on a des températures qui sont supérieures à 30 degrés, voire 35 degrés. Et sur Agen, dans les années 50, 60, 70, il faisait chaud, on avait plus de 30 degrés, uniquement quand il faisait sec, comme en 1976, comme en 1964. À partir du début du changement climatique que nous on positionne, la bifurcation c'est autour de 85-87, on voit que il y a un nombre plus important de jours de canicule. Et puis bien sûr il y a eu 2003 qui a été une bifurcation terrible, qui a tué plein de gens, surtout dans le nord de la France, pas habitués à avoir des volets sur les maisons pour empêcher la chaleur de rentrer dans la maison, avec des températures supérieures à 35,
Et ce qu'on a vu, c'est que c'est quelque chose qui se reproduit de plus en plus fréquemment. Et il n'y a eu que 2021 qui a été une année où l'été a été relativement pluvieux et où on est revenu à quelque chose qui était comme ces années-là. On n'a eu que 30 journées. Par contre, on voit que le nombre de jours à 35 a augmenté, celui à 40 est à... Donc pour moi, ça c'est une tendance et qui va se poursuivre. Et vous devriez être quelque part par là, si on regardait le nombre de jours supérieur à 30 degrés. Et donc, il y aura quelque chose qui va avoir un impact à la fois sur votre confort et sur de suite, qu'est-ce qu'on va faire, comme font les Américains ou les Espagnols? On va mettre la clim. Et la clim va servir avec de l'énergie à réchauffer un espace privé en réchauffant l'espace public. Et nous, ce qu'on fait ici dans le cluster au climat, c'est qu'on essaie de faire réfléchir tout le monde en disant, plutôt que de rafraîchir l'espace privé seul, essayons de rafraîchir l'espace public tout ensemble pour que, quel que soit son revenu, on soit mieux ensemble et qu'on ait moins de canicules. Et bien entendu, avoir moins de canicules, c'est moins d'énergie fossile, c'est moins de CO2. Donc, vous avez cette chance. Parfois, je me disais, je déménagerai dans les Pyrénées ou dans l'Aveyron. On se dit ça un jour. Vous serez un lieu d'accueil des gens qui supporteront plus les canicules dans les plaines. Ça commence. Alors, autre chose qui va se produire, mais alors là, vous êtes tranquille, c'est l'augmentation du niveau des eaux. Donc moi, depuis 2017, comme en 1980, quand je suis revenu en France, je disais il va faire 1 degré de plus de température, tout le monde ricanait, et tout le monde ricane. Et je suis à peu près sûr de moi parce que je ne vois pas pourquoi ça ne va pas se produire vu les tendances, ce que je vous ai montré de température de l'eau. Et donc en rigolant, mais pas en rigolant, mais c'est en disant un jour on va pouvoir faire des plages à Agen-Plage. Vous, dans l'Aveyron, vous êtes à 500 mètres, vous êtes ou plus, vous êtes tranquille, mais il faudra sans doute réfléchir à recevoir des gens sur la côte. Et donc, notre première solution par rapport à cette montée des eaux qui est liée à la fois à l'eau qui, en devenant plus chaude, se dilate, et celui d'eau douce qui arrive en plus, c'est stocker l'équivalent de glace qui fond sur les continents, car sinon les conséquences de la montée des eaux des océans seront dramatiques, car il y a plus de 500 millions d'individus qui sont concernés. Il faut imaginer que sur les 50 années à venir, chaque habitant de la planète réalise le stockage, chaque individu, de 1, puis de 2, puis de 3 mètres cubes. Pour que cette eau ne revienne pas aussi vite dans le grand cycle de l'eau vers l'océan, mais serve au cycle de l'eau verte et reste plutôt sur les continents au lieu de revenir sur l'océan. Et donc là, je vous dis, l'Aveyron sera le site idéal pour ces stockages de compensation payés par les gens habitant le long des côtes. Et donc, je pense qu'un jour, il y aura des gens prêts à garder leur belle maison à Arcachon pour que ça monte pas trop vite, quoi, et que de leur temps, il n'est pas à vendre parce que ça vaudra plus rien de toute façon. Donc, ça, c'est à très long terme. C'est à 1 siècle. Mais 1 siècle pour une ville, c'est demain. Et donc, tout ce qui peut être réfléchi dans cette direction-là, du moins, prenez une stratégie qui intégrera ça. Parce que si vous vous retrouvez à l'opposé de ça, eh bien, ça mettra en danger ceux qui sont au bord de l'eau. Et donc, voilà ce que vous veniez de me dire. Je le propose depuis longtemps, hein, c'est stocker de l'eau de pluie. Je le fais chez moi, c'est 200 mm au minimum sur les 750 reçus. Sur 100 mètres carrés, ça fait entre 4 et 9 mètres cubes d'eau qui sont stockés. Donc, je contribue à ça. Je peux l'utiliser directement pour arroser et je l'utilise pour arroser le jardin, mais également des plantes vertes et des arbres dans les périodes de canicule, de température élevée. Et là, je ne sais pas si je le dis maintenant ou un peu plus tard, si donc vous êtes certains des élus,
mais j'essaie de faire réfléchir à changer cette loi sur l'eau nordique pour la rendre romaine, pour la rendre méditerranéenne, et faire en sorte que le jour où le préfet nous envoie un message en disant « Je vous interdis d'irriguer pendant les 3 jours qui viennent parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la Garonne ou dans la rivière », je le comprends, mais en même temps, je sais qu'il va me mettre en danger parce que je vais respirer davantage d'ozone plutôt que de la vapeur d'eau. Et donc, il va faire comme en 2003, il va augmenter le risque de mortalité. Alors que, comme dans cette maison, si j'ai stocké de l'eau, eh bien, ces 3 jours où il va m'interdire, ben, je serai hors la loi pour être dans de meilleures conditions, pour climatiser ma maison, pour faire en sorte qu'autour de moi, avec les voisins, on puisse respirer davantage de vapeur d'eau et moins d'ozone. Et bien sûr, le trop-plein doit aller dans la pelouse, les arbres et la nappe pour la réalimenter. L'autre solution, c'est ralentir les écoulements d'eau et de pluie vers l'océan pour réduire les phénomènes d'érosion des sols, stocker l'équivalent des besoins à venir des plantes dans le sol et le sous-sol et préserver les écosystèmes qui s'adaptent, qui doivent s'adapter, mais ils s'adaptent déjà à plus de chaleur. Ça, c'est une image après un orage en Angleterre, avec West Country River Trust, avec qui on travaille. J'ai été étonné de voir ces phénomènes chez eux. Chez nous, on a plus l'habitude de voir ça avec un champ de maïs là qui avait été inondé. Et puis dans le Gers, où on nous dit que les poteaux électriques ils tiennent parce qu'il y a des fils électriques qui les tiennent entre eux, parce que au niveau du support en béton, ils ont perdu 20 cm en 40 ans. Donc ça, c'est une preuve de l'érosion, c'est une preuve qu'on a perdu de la richesse des sols. Et j'imagine que chez vous, ça doit être pareil. Et c'est pour ça qu'on fait ces cartes. Je vais aller rapidement là-dessus. Ça, c'est dans notre secteur. Et je vous ai montré tout à l'heure celle que nous avions fait et qui va servir au bassin donc, de l'Aveyron. Les solutions, elles sont connues. Elles sont très difficiles à mettre en œuvre sans des aides directes. Peut-être avec la nouvelle PAC, peut-être avec des moyens de compensation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment des volontaires qui font ça, ils le font souvent à perte et en plus ils se font critiquer. Je trouve qu'il faut vraiment avoir du courage pour se lancer là-dedans et il faut les aider à faire ça. Nous à la CMG, on fait planter entre 2 et 3 km de haies tous les ans. Avec le gel, on en fait planter des haies brise-froid qui vont servir aussi pour empêcher le gel. Ces haies doivent être d'essence différente, adaptées au climat que l'on aura dans 20 ans. Et aujourd'hui, quand je fais planter des arbres ici, je vais chercher dans des pépinières à Carcassonne. Je fais le contraire de ce que mes amis écologistes font, où ils disent qu'il faut planter avec des graines locales. Je leur dis oui, mais comme le climat change et que celui de Carcassonne, nous l'aurons dans 20 ou 30 ans, il vaut mieux aller chercher déjà des graines, des essences qui ont été capables de bien se débrouiller et de faire de la graine dans des températures qui sont déjà plus élevées. Donc, je vous recommande, peut-être ça ne va pas faire plaisir aux pépiniéristes du coin, mais d'aller chercher plutôt en plaine, vers Toulouse, vers Gaillac, des arbres pour les planter chez vous. L'autre solution, c'est la création de nouvelles ressources d'eau de qualité. Vous avez parlé de lac EDF pour l'énergie. Voilà un lac de nouvelle génération créé dans les coteaux du Lot-et-Garonne. Il y en a très peu comme ça, il y en a peut-être 5%. Il est près de Lognac et son principe est simple. Au lieu de faire une digue comme savent faire les castors, simplement, on a fait une digue mais avec un système qui va chercher l'eau entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur pour qu'il y ait de l'oxygène dans la rivière en aval. Et là, il y a des goujons maintenant. Alors qu'à l'aval d'un barrage comme ça, et bien sur 2-3 km, il n'y a plus de vie parce que l'eau du fond du lac est une eau qui n'a plus d'oxygène pendant l'été à cause de l'eutrophisation. L'oxygène est ici, il n'y en a plus et il faut attendre qu'il pleuve pour réoxygéner l'ensemble. L'autre chose que nous avons fait en sorte d'avoir un bassin de décantation en amont, créer la mare dont je parlais tout à l'heure,
pour que ça sédimente les particules fines, mais que ça permette également à des bactéries qui se forment à peu près dans de l'eau qui ne fait pas plus de 1 mètre de profondeur, 50 cm c'est l'idéal, des bactéries anaérobies qui vont absorber les nitrates et libérer de l'azote un peu et du carbone. Et du coup, on a ici une eau de bien meilleure qualité qui peut servir à la fois pour de l'eau potable, si on en a besoin, plutôt que d'aller la chercher dans des nappes profondes, et surtout de l'irrigation et du fonctionnement de la rivière. Et donc, je suis vraiment contre le fait qu'on pousse des agriculteurs à faire des barrages à l'extérieur des rivières. J'ai travaillé avec des Anglais sur cette idée il y a 7 ans, 6 ans, et on était tombé d'accord sur le fait que le risque écologique de mettre un barrage sur une rivière qui fait moins de 1,50 m est très faible. On ne va pas empêcher les poissons migrateurs de remonter parce qu'ils ne remontent pas dans une rivière qui fait moins de 1,50 m, 2 mètres de large. Et donc, on pourrait imaginer que tous les bassins amont versant des systèmes là où il y a de l'argile pour pouvoir stocker de l'eau puissent être donc mis comme ça avec des systèmes de nouvelle génération qui coûtent 15% de plus et que donc on refuse souvent par souci de faire au mieux, au pire. Je ne crois pas que dans votre région, peut-être du côté de Villefranche, dans le bas ou à des endroits de l'Aveyron, où il y a des dépôts de nappes alluviales, je pense qu'il y a des dépôts de nappes, comme ici sur la Garonne, où on voit des zones de gravier dans lesquelles il y a 15% du volume qui peut être rempli d'air ou d'eau. Donc autant que ce soit de l'eau. Mais pour ça, il faut que la pluie arrive à pénétrer le sol en profondeur pour arriver jusque-là. C'est pour ça que je parlais de puisard. Pour accélérer ce processus, parce que ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand il pleut moins de 350 mm pendant l'hiver, ce qui est le cas cette année, les nappes ne se rechargent pas. On reste bas. Quand il tombe plus de 450 mm, elles se rechargent. Et donc, on travaille aujourd'hui à la recharge de ces nappes en utilisant l'eau du canal latéral avec une eau de qualité au moment de la fonte des neiges, c'est-à-dire entre mars et fin avril, début mai, pour recharger les nappes. Et donc, on modélise ça, on travaille avec l'INSGIC là-dessus. Mais j'ai regardé un peu chez vous. Chez vous, ça n'existe pas. Par contre, il existe des nappes karstiques qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de vous présenter, qui sont la dilution du calcaire par l'eau et qui créent des cavités dans lesquelles ce sont des véritables lacs souterrains. J'ai appris également que près de Rodez, vous aviez des anciennes cheminées de volcans. Et donc, on voit qu'il y a des choses particulières. Je n'ai pas les connaissances, je ne me sens pas compétent pour en parler, mais ce que je sais, c'est qu'il est déterminant que les eaux qui circulent en surface, avant de rentrer dans ces lieux de stockage souterrain, avant de venir vers la rivière dont la hauteur dépend de la hauteur d'eau finalement. Dites-vous que si la mer monte de plusieurs dizaines de mètres, eh bien, les rivières vont remonter également. Eh bien, faites en sorte que cette eau qui s'infiltre soit de très bonne qualité. Et pour ça, il y a des travaux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui sur le biochar, la charboline, le carbone, les moyens de filtrer cette eau comme on fait avec l'eau du robinet, qui pourront être faits à grande échelle. Les mares dont je parlais tout à l'heure seront des moyens de filtrer cette eau et de la rendre quasiment potable pour pouvoir la stocker en profondeur. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est une image thermique prise le 7 août 2020 à un instant donné par un satellite, le satellite Landsat. Et sur cette image qui fait quelques kilomètres de côté, c'est 2 kilomètres, donc ça fait, mettons 15 kilomètres de côté, on a des zones qui sont à des températures qui montent à 36-37 degrés. Je suis à 12h30 lorsque le satellite passe, et d'autres qui sont qu'à 28, et une moyenne qui est à 32-33.
Donc si je regarde de l'espace le sol, si je regarde Rodez, si je regarde les lotissements autour, si je regarde les champs, j'aurai des zones à 35-36 degrés et d'autres qui seront à 27-28. En plein mois d'août, je suis sûr que tout le monde aura envie d'habiter ici et pas là. Et donc, ça aussi, c'est une réflexion qui est facile à faire, c'est faire des cartographies thermiques de manière à comprendre les lieux de chaleur. C'est de cela dont on va parler juste après avec Bordeaux Métropole. On a fait ce travail pour eux en 2014 et peut-être qu'on va le reprendre. Et donc, un sol nu pendant l'été, c'est 10 à 12 degrés plus chaud qu'un sol avec de la végétation, comme bois, qu'un sol où il y a de l'eau verte qui s'en va. Par contre, si c'est un sol avec des végétaux sur lesquels il n'y a plus d'eau pour les faire fonctionner, eh bien, ça sera quelque chose de plus chaud. Et pourquoi il y a cette différence entre les zones humides et les zones sèches? Et cette différence vient du fait que, en produisant l'eau verte, une zone humide transforme plus de la moitié de l'énergie solaire qui lui tombe dessus en énergie latente de transpiration en frigories. Et ça rafraîchit l'air. Et comme c'est des frigories, par convection, ça descend vers le bas, ça dégouline vers le bas et ça va nous climatiser. Alors que si je suis dans une zone sèche, cette énergie du soleil va réchauffer l'air, va chauffer le sol, et là, ça va produire les canicules dont je parlais. Et donc, dans votre réflexion d'avenir, par pitié, protégez les agriculteurs pour qu'ils gardent des cultures irriguées ou vertes pendant l'été. Si vous les poussez à faire que des cultures d'hiver, eh bien, pendant l'été, ils auront des champs nus qui vont vous réchauffer et vous accélérerez le réchauffement climatique. Donc, les bonnes solutions ne sont pas toujours les meilleures. Il faut réfléchir aux conséquences. Je vous en donne une ici. Une zone humide, des arbres qui évapotranspirent, ça va dans le sens d'améliorer le confort. Des zones de sol nu, une place de village avec des pierres partout sans arbres, c'est un lieu où il y aura des phénomènes de canicule pendant l'été. Et ça, les Romains le savaient, les Arabes l'ont repris, le patio, où, par exemple, en Espagne, en Andalousie, à la place de la fontaine, il y avait un arbre. Et cet arbre allait chercher l'eau dans la nappe en dessous, faisait monter par la photosynthèse cette fraîcheur qui ensuite rafraîchissait l'ensemble. Durant cette civilisation romaine puis arabe, les Arabes vivaient en ville comme les Romains. Nous avions de l'eau à disposition dans les villes. Il y avait 1 mètre cube d'eau disponible par habitant et par jour. C'était une ville moderne à l'époque. Aujourd'hui, on est à 0,125. On est à, je dirais, 12 ou 15% de la civilisation romaine sur ce thème de l'eau. Certes, l'eau, elle était gaspillée, elle servait à nettoyer, elle servait sur l'aspect sanitaire, mais elle servait surtout à créer les conditions de vie dans des pays méditerranéens qui, sans ça, n'auraient pas pu se développer comme ils l'ont fait. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce soit juste remplacé par de l'énergie fossile qui fait fonctionner des climatiseurs. L'eau doit aussi, avec les végétaux, servir à ça. Et donc, nous, au cluster, ce qu'on défend, c'est que les villes doivent avoir plus de végétation, plus de photosynthèse. Elles doivent utiliser les eaux usées traitées pour irriguer cette végétation. Elles doivent faire en sorte que les eaux de pluie qui tombent, elles ne partent pas par ruissellement, mais qu'elles aillent vers les nappes, de manière que toute cette eau l'eau bleue transformée en eau verte, en évapotranspirant, nous rafraîchissent et nous permettent de vivre mieux ensemble. Et les agriculteurs qui habitent en périphérie, les maraîchers, des éleveurs, des producteurs de maïs et autres, de vergers, vont servir dans ce processus à améliorer le fonctionnement de l'ensemble. Et du coup, là, ce n'est pas des conclusions, mais des propositions, comment s'adapter.
Donc, pour moi, c'est en appliquant les principes d'une écologie durable, je disais méditerranéenne, romaine, en copiant les anciens, qui durant l'Antiquité ont su, avec de l'intelligence, créer les conditions de vie autour de l'eau. Ils n'avaient pas d'énergie pour faire pomper l'eau, ils avaient des esclaves, mais ils savaient conduire l'eau de lieux où ils pouvaient stocker vers des lieux où ils allaient l'utiliser par gravité. On saurait refaire ça. Il faut pour cela stocker de l'eau de manière intelligente dans les sols, les zones humides, des lacs de nouvelle génération. Il faut recharger les nappes alluviales, chez vous sans doute les nappes karstiques, et utiliser les eaux usées traitées. Et là, quelque chose un peu paradoxal, mais qui pour moi fait tout son sens par rapport à la loi sur l'eau et au préfet dont je parlais. Tant qu'à Agen, il ne fait pas 33-34 degrés, je l'écoute. Parce que je sais que je survis, que ma mère pourra s'en sortir s'il y a une canicule. Par contre, s'il doit faire 36-38 degrés, je veux avoir le droit d'être hors la loi pour que l'eau que j'ai économisée, l'eau que j'ai traitée, que j'ai stockée, je puisse l'utiliser les jours de canicule, afin d'évapotranspirer au travers des végétaux et ainsi réduire à grande échelle l'amplitude thermique. Ici, je suis dans un bâtiment où on aura une terrasse végétalisée qui va être irriguée pour climatiser, pour créer de l'inertie, mais pour nous rafraîchir également. J'imagine que d'ici 1 siècle et demi, il n'y aura presque plus de tuiles romanes dans les villes, parce que les tuiles romanes se chauffent énormément, c'est des îlots de chaleur. Elles seront remplacées par des systèmes avec de la végétation qui fait baisser la température de plus de 10 degrés. Et pour ça, il faudra de l'eau et il faudra y arriver. Sachant, et j'en ai la preuve pour l'été dernier, 200 mm, c'est à peu près 4 degrés d'amplitude thermique journalière en moins. C'est-à-dire le matin, il fait 15 degrés. Je peux avoir une augmentation de 20 degrés ou 23 degrés quand je suis dans des conditions sèches. Il fera donc 38, 39 degrés. Si j'ai davantage d'eau disponible, à travers les végétaux naturellement ou par l'utilisation d'irrigation, de brumisation, juste de l'eau qui coule et qui alimente des arbres, je sais que je peux faire baisser cette amplitude à 19 degrés, 20 degrés. L'oasis, c'est ça. L'oasis, dans le désert à côté, ça passe de 5 degrés la nuit à 55 le jour. L'oasis, c'est 10 degrés, 12 degrés la nuit et c'est 35 pendant le jour. Donc, c'est des choses simples qu'on partage avec le cluster Eau et Climat. Ce cluster dont mon compagnon là est devenu l'animateur. Ce cluster se réunit pour la COP 47 et donc pourquoi pas faire la COP 12 et y réfléchir. Moi, la question que je pose à ceux qui viennent, et cette année, malgré la Covid, on était là à peu près 80 plus 47, sans faire de jeu de mots avec le Lot-et-Garonne qui était en virtuel. On était la question que je pose à tous, c'est qu'est-ce que vous avez fait cette année pour vous adapter au changement climatique et qu'est-ce que vous avez prévu de faire l'année prochaine? Et parfois, certains disent j'ai fait des conneries et donc nous le présentent, nous le disent et on voit comment ils vont pouvoir compenser cela. Il y a des agriculteurs, il y a des industriels, il y a des maires, il y a des gens différents. Et puis, malgré tout, il y a des choses encore qui restent à faire en recherche. Par exemple, les plans d'eau face au changement climatique, c'est les cyanobactéries. C'est des bactéries qui empoisonnent l'eau, qui peuvent être très dangereuses, sur lesquelles il faut travailler. Les îlots de chaleur en ville, l'eau permet de transformer ça. Ici, nous avons sur Boé une zone où presque toute l'eau qui tombait partait directement à la Garonne. On a fait en sorte de faire des noues, donc pas des mares, mais des lieux de séquestration momentanée de l'eau qui ruisselle en surface et des zones d'infiltration avec des puisards pour aller réalimenter la nappe, cette nappe nous permettant de récupérer pendant l'été l'eau pour arroser ces arbres.
j'évite d'arroser les gazons. Pour moi, ça climatise les tops. Nous, les hommes, les humains, on est un peu plus haut. Donc, il faut des arbres, il faut des terrasses végétalisées, il faut des choses plus hautes pour ça. Mais pour ça, il faut mesurer. Et donc, là, je vais faire un peu de pub pour la CMG et sa filiale Agralis. On a des systèmes pour mesurer l'eau dans les sols. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a stocké, les agriculteurs doivent économiser cette eau. Et pour l'économiser, il faut qu'ils mesurent. Parce que s'ils mesurent, ils se rendront compte qu'il y a des moments où, s'il y a trop d'eau dans le sol, il n'y a pas assez d'air. Et l'usine ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'air autour des racines. Ce n'est que quand le sol est ressuyé qu'on voit qu'il y a une consommation tous les jours de quelques millimètres de consommation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'eau autour des racines. Et c'est là qu'on dira qu'il faut irriguer, mais sans remonter dans ce secteur-là. Donc ça, c'est notre travail. Je montre bien sûr les solutions qui existent aujourd'hui pour irriguer. Elles sont multiples. C'est de l'énergie. Pour l'instant, on sait qu'on est performant, mais c'est pas possible de faire partout ça. Mais d'une ville doit aussi réfléchir à ces questions-là. Et nous, ce que l'on fait depuis maintenant 3 ans bientôt, c'est on suit les rivières. On veut mesurer la qualité et la quantité d'eau qui coule dans les rivières, parce que ce n'est que parce qu'on aura des données qu'on pourra prendre des mesures, qu'on pourra appliquer des stratégies. On a mis au point un système PACU de transmission d'informations de la hauteur d'eau pour alerter quand il y a des inondations et pour alerter quand il y a des étiages. De manière, avec les syndicats de rivières, il y a 30 postes qui existent comme ça, qui nous permettent de suivre, d'alerter lorsqu'il y a une inondation, d'alerter une demi-heure, 1 heure avant que le phénomène ne se produise. Et puis au fur et à mesure, on apprend. On est en train de créer une autre sonde qui va mesurer en même temps la qualité de l'eau directement et qui nous enverra toutes les 12 minutes cette information. Donc ça aussi, si vous travaillez sur l'eau, mesurez-la. Il faut mesurer l'eau qui tombe du ciel, l'eau qui circule dans les rivières, celle qui repart. Et sachez que si vous êtes intéressé, à partir de cet été, sur cette plateforme ClimaAlert qui existera, qui est financée par l'Europe, par le Sudway, vous pourriez éventuellement demander à être partenaire de ce projet. Le SMEAG l'est, et c'est pour ça que vous avez vu les images d'érosion. Mais on peut aller plus loin, on communique là-dessus. Je peux vous dire que ce qu'on fait, d'autres le font. Là, c'est en Inde, où ils imaginent toute une ville avec des moyens de stockage de l'eau pour que ça parte pas à l'océan et que ça soit utilisé localement. Mais il y a d'autres solutions. Vous êtes il y a des fois des nuages qui passent et qui ne donnent pas de la pluie, comme le brouillard. Sachez que des Canadiens et puis des Chiliens travaillent sur séquestrer l'eau des brouillards. Une forêt, mon professeur d'écologie Dominique Vigne me disait, ou nous disait, plus de 30% de l'eau qui alimente les arbres des Pyrénées vient du brouillard, ne vient pas de la pluie. Et donc ça aussi, par rapport à l'avenir, c'est quelque chose qui sera important à réfléchir. On est loin des déserts et donc on ne sera pas touché par ça. On est loin des courants marins, on ne sera pas touché par ça. Par contre, vous êtes soumis, quand il y a du marin qui souffle, à l'effet de fun. Vous êtes du mauvais côté des Cévennes, vous êtes du côté sec, comme moi à Revel, quand l'autobus fa sec, fa caut. Et donc, on a ici des conditions qui sont assez pénibles à vivre. Et puis, je voudrais terminer avec sur quoi on travaille au niveau recherche en ce moment. Monsieur Biolac, peut-être ne le sait pas, mais je travaille sur le biochar, sur le carbone. J'essaie de faire stocker aux agriculteurs davantage de carbone dans les sols, parce que je sais que si on a plus de carbone dans les sols, on aura moins de risque d'érosion, on augmente légèrement le stockage de l'eau du sol et surtout on filtre les eaux. Et par rapport à la capacité de stockage de ces sols, ce qu'on pense, c'est que
avec plus de matière organique et aussi peut-être des biochars, on va être capable de, je vous ai parlé tout à l'heure de 25 mm de pluie qui ne s'était pas stockée dans les sols en amont, mais là je sais qu'on pourrait en stocker 3 à 5 mm en mettant 5 à 15 tonnes de biochars dans les sols. Par contre, ces biochars, il faut trouver un moyen pour qu'ils coûtent moins cher. Ce livre n'a pas été traduit en français, mais il dit simplement utiliser le feu pour rafraîchir la terre. Ça paraissait un peu utopique, enfin contraire au bon sens. Et pourtant, à Stockholm, c'est ce qu'ils font. Ils pyrolysent tous leurs déchets verts, c'est-à-dire qu'ils brûlent sans oxygène, comme faisaient les charbonniers dans nos forêts avant, pour faire du charbon de bois qu'ils mettent dans les sols autour des racines pour stocker davantage d'eau, pour éviter l'asphyxie racinaire à des moments. Le problème, c'est que là, on vient d'en mettre 5 hectares dans un verger, ça nous a coûté 500 € la tonne, et il faudrait en apporter beaucoup pour avoir un effet. Et donc, on cherche des solutions pour récupérer du carbone qui serait produit par si vous travaillez sur le méthane et sur l'énergie, sachez qu'un jour, on devrait pouvoir transformer ce méthane en hydrogène, et ce méthane en hydrogène produira du carbone. Et c'est ce carbone qu'on mettra peut-être dans les sols en compensation ou pour augmenter les choses. L'énergie produite pour ça devrait fonctionner. Je terminerai par une étude socio-économique. Si elle vous intéresse, elle est à votre disposition. On a questionné 294 agriculteurs et on a questionné 74 maires sur qu'est-ce qu'ils pensent de l'impact climatique au sein de l'exploitation et comment ils voient l'avenir de leur adaptation. Je vais aller très vite parce que je vois que le temps a passé et je suis fatigué un peu de parler, mais ce qui est sûr, c'est que les besoins actuels au sein de l'exploitation pour s'adapter au changement climatique, c'est un prix rémunérateur pour 38, mais il y en a 92 qui disent on veut de l'eau. Et donc, c'est quelque chose qui est sans doute une réponse à quelque chose qui est prémédité, qu'on a déjà dit, et donc parce qu'on ne voit pas d'autres solutions, mais c'est qu'ils soient un producteur bio ou pas, tous ont cette même démarche, et les freins à cette adaptation, c'est bien sûr le coût, et donc le lien ville-campagne, pour moi, devrait aider. Et parmi les maires, moi, ce que j'ai retenu, c'est que, je vais de suite à la fin, et on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, c'est ils veulent être davantage sensibilisés. Et pour conclure, les agriculteurs, à force d'avoir des impacts, ils ont une volonté de s'adapter, autrement ils disparaissent. Mais il faut sécuriser dans le changement. Et pour ça, il faut investir avec une prise de risque dans quelque chose qui sera accepté sociétalement, qui va être accepté par ceux qui vivent à côté, à qui ils produisent de la nourriture ou avec qui ils vivent. Par rapport aux maires, c'est plus une expérience personnelle. Ils ont besoin, ils disent, des données qualitatives et quantitatives. Et donc, n'oubliez pas que tout ce que vous faites, il faudra le reposer sur des données locales. C'est pas la peine de montrer des ours blancs pour montrer qu'il y a des changements climatiques. Vous avez suffisamment d'illustrations locales de ce qui se passe chez vous pour, à partir de ça, faire un travail concret que les gens écouteront. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous poser une question ? Allez-y, allez-y. Je bois un peu. Vous avez parlé des méthanisateurs, donc de la production d'énergie. Et pour que le méthanisateur fonctionne bien, il faut l'alimenter généralement en amidon et généralement en maïs. Et le maïs, il est produit par en bas et il est irrigué. Il y a donc quelque part comme un conflit d'usage de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce une bonne chose ou pas ? Alors, les méthaniseurs qui vont être construits ici à Agen, utilisera uniquement les boues des stations d'épuration, plus les graisses venant de l'agropole. D'accord. Donc, on peut faire du méthane avec tout ce qui a du sucre dedans,
et de la graisse, quelque chose qui va, à travers des bactéries dans un milieu réchauffé autour de 37 degrés, pouvoir fermenter et produire du méthane plus du CO2. Donc, ce n'est que certaines filières qui utilisent du maïs, mais je doute même de cela parce que un méthaniseur ne sera rentable que s'il produit du méthane tout le long de l'année. Et ça veut dire qu'il faut, pendant l'hiver, aussi l'alimenter. Et du maïs, on n'en a pas. Donc, il faut créer une filière qui va amener de la biomasse non lignifiée, il ne faut pas que ce soit de l'arbre, mais il faut que ce soit des choses avec des feuilles disponibles dans lesquelles il y a le plus de sucre possible. Et c'est vrai que le maïs a du sucre, mais il n'y a pas que lui, pour pouvoir faire ça. Mais il y a 10 ans, j'ai dit, mais pour faire de l'énergie, il faut de l'eau. À un moment donné, on voulait remplacer le gaz par du miscanthus ou de la luzerne ou du bois. Pour du bois, il a fallu de l'eau pour faire pousser les arbres. Donc, on est dans cette transformation logique de ce cycle. L'eau permet de produire de la biomasse. Et donc, ce que j'essaie de rajouter dans ce cycle, c'est que quand on fait en sorte que cette biomasse se forme pendant l'été, eh bien, pendant les canicules, il fera moins chaud à côté de cette production de biomasse que si on l'a laissé s'assécher. D'accord. Merci. Alors, je peux revenir sur les diapos que j'ai passés rapidement, si vous le souhaitez, ou bien je peux me mettre juste, j'enlève la présentation. Dites-moi. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous pouvez nous refaire une présentation des systèmes de lacs dont vous parlez, un peu plus approfondie ? Volontiers. Voilà. Vous voyez la diapo ? Oui. D'accord. Donc, depuis que les hommes existent, et avant eux, les castors faisaient des lacs. Et je travaille avec des écologistes au Portugal qui sont en train de réfléchir, comme l'ont fait déjà des Anglais et des Écossais, à réintroduire le castor sur des bassins versants amont pour recréer des barrages naturels qui ralentissent les écoulements pour stocker davantage d'eau près de ces bois, de manière à réduire la vitesse de mise en étiage de la rivière en aval. Et donc, ces digues, sur la Mésopotamie, on a des exemples qui datent de 5000 ans. On a fait des barrages. Le lac Collinaire en est un exemple. Et ces barrages font que l'eau qui alimente la rivière en aval, si on accepte qu'il y ait de l'eau qui continue dans la rivière, qui fasse en sorte que le barrage qui n'empêche pas la continuité écologique entre l'amont et l'aval, eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'à partir du mois d'avril-mai, il va y avoir une stratification en température. Le plus chaud est en haut, le plus froid est en bas. Et donc, il ne va plus y avoir d'échange entre le haut et le bas. Et du coup, la vie de l'eau, les micro-organismes qui sont dans l'eau, les algues, vont progressivement utiliser l'oxygène et vont se sédimenter au fond, produire des sulfates, des H2. Enfin, je ne suis pas chimiste, donc je ne dirais pas, mais le résultat est que ici on a de l'oxygène, là il n'y en a pas. Et donc, si on veut que ce lac ne gêne pas dans le fonctionnement de la rivière, comme le font une digue de castor qui n'est pas hermétique et qui laisse passer de l'eau d'un peu partout, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Et bien, on a fait ce système de prélèvement en hauteur variable c'est un petit radeau ici, et là c'est un câble
que l'on détend. Au fur et à mesure que le lac baisse, ça descend, mais on garde toujours cette hauteur de à peu près entre 50 cm au plus bas et 1,20 m au plus haut, de manière à ce qui est de l'oxygène. Donc ça, c'est l'aspect qualité. Par contre, on n'a pas réglé l'aspect température, c'est-à-dire l'eau qui rentre à une température, mettons, de 19 degrés, va sortir forcément ici à 22, 23. Et il faudra qu'il y ait des arbres, peut-être une ou deux petites cascades ou des cassures pour que la température de l'eau revienne à 19 degrés ou soit comparable à celle qu'elle était avant. Ça, c'est l'aspect qualité de l'eau au niveau oxygène plus température. L'autre aspect, c'est celui des nitrates qui arrivent ici. Ces nitrates viennent d'origine naturelle ou agricole, peuvent venir d'élevage, peuvent venir de l'azote chimique qui a été apporté, qui a été emporté ici, et que l'on va retrouver dans cette eau, et qui va peut-être être en quantité trop importante pour pouvoir être de l'eau potable. Eh bien, il suffit d'ici d'avoir un bassin peu profond qui fait maximum 1 mètre de profondeur. L'idéal, c'est 50 cm pour qu'au fond du lac, il y ait des bactéries anaérobies qui se développent sans utiliser l'oxygène de l'eau, mais qui utiliseront l'oxygène des nitrates, du NO quelque chose, pour pouvoir vivre. Et ça peut être avec des roseaux, ça peut être avec d'autres choses qui vont fixer d'autres éléments polluants, qui permettra que l'eau ici sera d'excellente qualité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'apprécie mieux votre approche. Par contre, je me pose une question. C'est tout le bassin versant qu'il faut traiter. Parce qu'aujourd'hui, sur notre département, on voit le comblement de nombreux lacs de façon très prégnante. Si je prends une rivière comme le Boule, où on se retrouve avec EDF qui a construit un barrage qui fait 17 mètres d'eau, aujourd'hui on a 16 mètres de sable dans le barrage. Donc c'est ce genre de barrage, il faut qu'en amont, il n'y ait plus de versement de sédiments. Enfin, quand je parle de sédiments, c'est de gros sédiments, de grosses quantités. Donc il n'y ait plus d'érosion sur le bassin versant pour que ça fonctionne. Sinon, le lac se remplit. On a des barrages EDF comme Pinet qui sont avec des hauteurs d'eau bien moins importantes au niveau du barrage qu'au milieu du lac. On a des transports sédimentaires qui sont énormes. Donc, si on n'a pas réglé en amont tout ce qui est, comme vous disiez, c'est un des premiers sujets que vous avez abordé, le transport des sédiments, notamment de la terre arabe, c'est voué à l'échec. J'en suis persuadé, et c'est de l'intérêt des agriculteurs de ne pas perdre cette terre fertile. Nous, ce que nous avons imaginé, c'est que ces bassins de décantation puissent être curés régulièrement après une crue, de manière à préserver ce volume de décantation. Et donc, plutôt que les sédiments viennent se déposer ici et s'entendre dire par le gestionnaire, il faut qu'on fasse partir l'eau du fond du lac, ce qui pollue derrière, on préférerait à ce moment-là récupérer ces bouts de décantation pour, maintenant j'ai la solution, les mettre dans un méthaniseur. Parce que là, on aura vraiment des éléments qui seront sans doute intéressants, mais autrement, les remettre sur les sols dans un périmètre restreint, de manière à avoir de nouveau un processus qui soit clair. Sinon, on aura créé une zone humide, parce que souvent, une zone humide, c'est une zone d'un ancien lac ou d'un ancien méandre de rivière qui s'est rempli de sédiments. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit pour ceux qui sont en distanciel ou sur place? Ben,
J'en aurais éventuellement une, mais je ne sais pas si elle entre dans le spectre de compétences de M. Berthoumieux. À savoir, je sais pas, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. À savoir, voilà, vous parliez des nappes phréatiques. Nous en avons, j'en connais une, patrimoine de Séverac d'Aveyron, enfin, sur la commune de Séverac d'Aveyron, qui s'appelle le Tantaïrou, dont le maire me dit qu'elle est polluée et qu'elle comporte, qu'il y a une grosse présence de bactéries. Comment est-ce que, dans un contexte karstique, on peut améliorer la qualité de cette eau? Alors, l'eau qui est déjà sur place, hein, on ne peut pas l'améliorer, il faut l'évacuer. Par contre, l'eau qui viendra la remplacer à l'avenir, il faut éviter qu'elle passe, je sais pas, à côté d'un tas de fumier, qu'elle passe dans des lieux qui peuvent polluer au niveau bactérien. Et donc, il faut repérer quel est le cheminement de réalimentation, quel est le bassin. Ah ouais. Et à l'avenir, pour moi, on mettra un filtre comme vous mettez à votre robinet ou à côté un filtre à charbon. Eh bien, on mettra de la charboline qui viendra absorber les éléments polluants pour que l'eau en aval puisse s'infiltrer de qualité. D'accord. Je comprends, parce qu'effectivement, là, c'est une nappe énorme. Il faudra une centaine d'années pour renouveler l'eau, voyez-vous. Donc, d'accord. Ok, merci. J'aurais une petite question qui n'a rien à voir avec tout ce que vous venez d'expliquer. C'est simplement, est-ce que vous avez une écoute auprès des décideurs? Est-ce que vous êtes écouté auprès des décideurs, c'est-à-dire les régions, les préfectures, les gouvernants, etc. Parce que toutes les décisions qui peuvent être prises ne seront jamais vraiment matérialisées si elles ne sont pas écoutées et décidées. Je vous l'ai dit, en 81, quand je suis revenu, j'étais pas écouté. En 95-16, on a commencé à m'écouter. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis certains m'ont fait confiance. Et puis aujourd'hui, on est content du travail qu'on a accompli localement. Et au niveau régional, Nouvelle-Aquitaine, je suis écouté. On est devenu un centre expérimental de transfert technologique pour la région Nouvelle-Aquitaine sur ces questions-là, avec des idées qui ne sont pas forcément portées par les centres de recherche publics, qui eux, fixent un peu les choses qu'il faut faire. Donc, on a une liberté qui aujourd'hui fait que les gens de l'agglo ont investi dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui leur a coûté plus cher que ce qu'ils avaient prévu, mais ils sont heureux de l'avoir fait. Et ils ont continué, ils ont fait une technopole à Gingaronne où ils ont planté 3 fois plus d'arbres que ce qu'ils avaient prévu, et moi j'en voulais 6 fois plus. Mais si je continue à travailler à 67 ans, c'est parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on écoute ce que je pensais il y a un certain temps. Donc, et puis, je suis pas seul. Il y a un cluster, on est une quarantaine de membres. On a des partenariats avec d'autres. Jusqu'à il y a 10 ans, c'était avec l'Espagne, le Portugal et à l'extérieur, à l'étranger, que j'étais plus connu qu'en France. Et puis, là, ça change un peu. Mais ça demande du temps. Mais la preuve, je suis aujourd'hui en Aveyron. Si. Eh bien, je pense qu'on a bouclé. Merci, Monsieur Berthoumieux. Donc, on va faire un débrief pour voir si ça répondait aux attentes de l'ensemble des participants. Alors, c'est vrai que c'était pas centré à Aveyron, je l'assume personnellement, mais je ne souhaitais pas qu'on soit d'entrée à la première journée de réflexion sur des petites solutions opérationnelles qui me conviendraient de mettre en œuvre dans les 18 mois qui viennent. Je pense qu'il faut faire l'effort d'une curiosité, d'une distanciation et d'un certain recul par rapport au sujet pour pouvoir l'appréhender sans a priori. Et je crois que vous avez largement contribué à ce en tous les cas personnellement,
on découvre quelques enjeux jusqu'à présent dont je n'avais pas conscience à titre personnel. Et donc, c'est un début d'éclairage sur cette problématique-là. Merci, M. Berthoumieux. Peut-être qu'il y aura d'autres questions qui vont arriver dans les jours qui viennent. Peut-être qu'on pourra se permettre de vous les transmettre. Si, Volontiers. C'est une bonne idée, oui. Moi, ce soir-là, je suis pris, mais demain, j'essaierai de vous envoyer par WeTransfer à Alexandre et à vous le document sous forme PowerPoint pour que vous puissiez vous le partager. Et oui, très volontiers. Voilà. Oui, merci. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, travaillez bien maintenant. On va essayer. Merci, monsieur. Bravo. Adiciats a tutis. Voilà.